Venus d'au moins 27 pays et des 4 coins du monde, des Congolais de l'étranger se sont retrouvés dans la capitale belge et européenne pour participer à la table ronde gouvernement diaspora organisée les 23 à 24 octobre 2013 au palais Egmont à Bruxelles par le gouvernement congolais. Vu l'importance accordée à la rencontre, le gouvernement central a mandaté une forte délégation conduite par son Excellence Célestin Vunabandi, ministre du Plan et suivi de la Révolution de la modernité. La volonté affichée par le pouvoir de Kinshasa d'œuvrer pour la cohésion nationale en vue de créer des synergies pour le développement de la mère patrie devrait aussi trouver un terreau dans la diaspora congolaise afin de permettre aux Congolais de l'étranger d'apporter leur pierre à l'édifice national. Les objectifs que nous poursuivons, c'est d'obtenir l'implication de la diaspora dans la reconstruction du pays. Comme vous le savez, le pays est sur la voie de la reconstruction. Ça fait quelques années que le pays réalise un taux de croissance économique positif. Ça fait quelques années que le gouvernement est engagé sur la voie finalement de l'émergence. L'objectif est d'obtenir l'implication de la diaspora dans cette dynamique de reconstruction du pays. Le souci de mettre en place une stratégie d'optimisation des contributions de la diaspora au développement de la République démocratique du Congo s'est décliné sur plusieurs thématiques dont la problématique de la multiple nationalité, le transfert des fonds des migrants congolais, la réinsertion de la diaspora à travers une politique gouvernementale de cession des espaces fonciers, la participation des Congolais de l'étranger aux élections, les besoins d'encourager l'investissement et la problématique du phénomène dit combattant, pour ne citer que celle-là. Dans une réflexion de haut niveau, ces différents thèmes ont été développés lors des ateliers qui ont pu identifier les défis à affronter pour une parfaite entente entre le Congo et sa diaspora. La question qui est en débat ici est la question de savoir comment les Congolais de l'étranger peuvent-ils participer aux élections législatives ou les élections présidentielles. Alors j'ai indiqué que pour qu'un Congolais de l'étranger participe aux élections législatives ou présidentielles, il doit remplir 2 conditions. Soit avoir le titre, soit avoir la qualité. Or, pour l'instant, la seule condition pour participer aux élections en République démocratique du Congo, présidentielle ou législative, c'est d'avoir le titre, c'est-à-dire la qualité de Congolais. Soit Congolais de nationalité d'origine, ou Congolais de nationalité d'acquisition. Pourquoi? Parce que le critère de nationalité est un critère discriminant. Quand on n'est pas Congolais, on n'a droit à rien en termes de participation aux élections. C'est-à-dire, on ne peut pas élire, on n'est pas éligible à toutes les conditions. Donc c'est pour cette raison que dans le débat, il y a 2 parties. Ceux qui ont le titre, c'est-à-dire ceux qui ont la nationalité congolaise ou d'acquisition ou d'origine, ils ont le droit de participer aux élections présidentielles, aux élections législatives, soit comme candidat, soit comme électeur, à condition qu'ils remplissent toutes les conditions de droit commun que remplissent les autres. C'est quoi la qualité d'être congolais alors? La qualité d'être congolais n'est pas attachée à la possession de la nationalité congolaise au sens, parce que dans la loi, c'est-à-dire l'article 10 de la Constitution, il y a 2 critères. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut pas être cumulée avec d'autres nationalités. Alors, ce principe-là, qui est posé par la Constitution, équivaudrait, si on le prend au sens de l'interprétation, de la compréhension qu'en a le constituant, concernerait la nationalité congolaise d'acquisition dans la mesure où l'État congolais, comme tous les autres États, exerce un droit souverain sur la nationalité. Il la donne aux conditions qu'il fixe, il la retire aux conditions fixées. Or, l'alinéa 3 du même article dit que la nationalité est congolaise d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Et donc, si on vous comprend très bien, tous les Congolais d'origine qui ont acquis d'autres nationalités n'ont pas perdu la nationalité n'ont pas perdu la nationalité congolaise d'origine. Ils n'ont pas perdu la nationalité congolaise d'origine parce que dans la constitution congolaise, la nationalité congolaise d'origine est liée à l'appartenance ethnique. Donc l'État congolais ne la donne pas. Mais ce n'est pas l'interprétation du constituant congolais, on dirait. Non, le constituant a mis dans le même article 2 choses et leur contraire. Dans le premier alinéa, il pose le problème de l'unicité
et d'exclusivité. Et dans le deuxième alinéa, il indique que la nationalité congolaise d'origine est attribuée à toute personne appartenant au groupe ethnique. Donc, ce sont les groupes ethniques qui sont détenteurs de la nationalité congolaise d'origine. Par conséquent, le gouvernement congolais n'a pas qualité de retirer la nationalité qu'il ne donne pas. Malheureusement, le problème qu'il y a, c'est qu'avec cette question, lorsqu'on fait référence à la nationalité, chaque fois, on fait toujours référence à la question liée à la question rwandaise et par rapport à la dynamique de l'Est. Pour régler ce problème, il y a plusieurs problèmes qui se superposent, qui empêchent d'avoir un débat sain. Il est actuellement difficile d'avoir un débat sain sur la nationalité sans tenir compte de ce qui se passe à l'Est. Si vous parlez de la double nationalité au Congo pour l'instant, on va vous dire tous les Rwandais, tous les M23 vont se transformer en devenant des Congolais tout en restant Rwandais. Le débat est pollué. Alors qu'il faudrait qu'il y ait un moment clair sur lequel on discute de ces questions-là sans tabou, sans passion et vraiment avec un esprit d'ouverture pour arriver à solutionner les problèmes de quelques dizaines de milliers de Congolais qui sont à l'étranger et qui ne demandent qu'une chose, que de pouvoir être facilités, avoir des facilités pour travailler en appui à leur pays d'origine. Le phénomène combattant est une problématique qui, ce dernier temps, cristallise la méfiance entre le gouvernement congolais et une partie de sa diaspora. Pour en saisir sa logique et sa raison d'être, on ne pouvait mieux faire qu'inviter les animateurs de ces mouvements aux assises de la table ronde. C'est ainsi qu'un représentant du mouvement dit des combattants a exposé librement leurs objectifs et fait part de leurs revendications. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, frères et sœurs, distingués invités, de faire référence à une citation de Martin Luther King. Souvent, les hommes se haïssent les uns les autres parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ils ont peur parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Fin de citation. Alors, il m'a été demandé de parler du phénomène combattant. Qui sommes-nous, le combattant? Les combattants sont les fils et filles de la diaspora de toutes tendances socio-idéologiques confondues. Contrairement à ce que d'aucuns pensent, l'indignation des combattants ne repose pas sur le voyeurisme, mais sur les considérations relatives aux droits de l'homme. Nous sommes là non pas en ennemi, mais en adversité. Parce que l'ennemi utilise souvent cette carte divisée pour mieux régner. Aujourd'hui, je pense que vous allez nous comprendre, mais nous, ça sera difficile de vous comprendre. Parce que vous connaissez la réalité, mais vous ignorez la réalité. Vous ignorez la vérité. Parmi les objectifs de notre lutte, le plus fondamental demeure. Monsieur Mova, souffrez-en d'écouter, Monsieur le ministre, la réhabilitation de la vérité des urnes. Beaucoup de gens n'aiment pas écouter cette phrase, la vérité des urnes. Il y a une victoire qui a été volée, il y a une victoire qui a été confisquée. En deuxième lieu, nous demandons la fin de la guerre d'agression rwando-ougandaise à l'est du Congo, avec la complicité de certains au plus haut sommet des institutions de l'État congolais. Nous demandons aussi la mise hors des frontières du Congo de toutes les forces armées étrangères. Le plus gros contingent de l'histoire de l'ONU, 20 000 hommes, se trouve à l'est du Congo. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais pu récupérer ne fût-ce qu'un marché de Rutshuru. Il faut faire attention qu'on soit là devant un problème d'exportation de la délinquance ici en Europe. Et parce que nous avons peur du fait qu'il y a une certaine complaisance aussi des autorités de la police ici, il faut le dire, que nous pensions que la raison du plus fort soit la meilleure et nous laissions le pouvoir à la rue. Ça serait la défaite de la pensée, professeur. De la même manière que vous avez combattu et les dictatures
et les dysfonctionnements de la société, vous avez l'obligation de combattre ces phénomènes. Tout en le comprenant d'abord, il faut le disséquer suffisamment, l'étudier sociologiquement comme vous le suggérez. Toute violence doit donner lieu à une réflexion, mais qu'on aille plus loin. Ça nous rend énormément de mauvais services. Les générations à venir doivent nettoyer tout le sang que nous avons laissé sur les lieux du crime, à cause de ce qui s'est entendu. Il y en a qui sont même inconscients, ça peut se détruire, ils s'en foutent. Ils n'ont aucun espoir, ils n'ont aucun instrument d'intégration dans la société qui les accueille. Pas de diplôme, pas de travail, pas de langue, ils n'ont pas de couloir d'intégration qui pourraient passer par le sport, la culture, je ne sais pas quoi. Ils ne connaissent pas, ici en tout cas j'en connais, ni néerlandais, ne connaissent aucun musicien belge, ne connaissent aucune équipe de football belge, ne suivent aucun acteur de film belge, ne suivent les émissions de chez nous, parlent les langues de chez nous. La diaspora n'est indispensable que si elle nous amène une dimension supplémentaire de notre identité. Mais si vous rivalisez d'énergie avec les Koulouna qui sont sur place, ils les font mieux qu'ici, donc ça ne sert à rien, il n'y a aucun apport. Et donc ça doit être attaqué de front, sans peur. Si nous discutons avec eux dans la peur, j'ai vu comment la salle était pratiquement bouche bée, implorant pratiquement la grâce de monsieur pour qu'il parle d'une certaine manière. Et je comprends, moi j'étais dans le même état. Mais je me dis, attention, là commence la défaite de l'intelligence. Quand la pensée cède la place aux muscles, et donc de laisser comprendre le muscle pour l'orienter un temps soit peu, quitte à ce que ces gens comprennent. Qu'ils disent la balkanisation, il y en a qui le disent mieux depuis des années, qui l'ont écrit et qui aujourd'hui ont des procès ici pour incitation au génocide, ainsi de suite. Parmi nous ici intellectuels, plein de livres aussi, d'autres interdits d'ailleurs. Que l'on veuille que la guerre s'arrête, ainsi que les viols contre les femmes. Qui les dit mieux que ceux qui écrivent et ceux qui d'ailleurs se spécialisent dans ce domaine chaque jour sur les radios et ailleurs dans le langage des pays qu'on veut influencer. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que cette question de combattants, c'est une question qui appelle une responsabilité partagée entre la partie gouvernante et la partie diaspora. Je crois que c'est cela que je retiens de commentaires qui viennent d'être faits par l'ambassadeur, mais également des recommandations pertinentes qui ont été faites par le professeur. La table ronde gouvernement-diaspora congolaise a été un franc succès aussi grâce au soutien des partenaires multilatéraux et bilatéraux. Le gouvernement belge a ainsi accompagné le déroulement des travaux avec la participation d'une représentation de haut niveau, dont le ministre de la coopération au développement qui a profité de sa présence pour annoncer certaines actions prévues pour la République démocratique du Congo. En marge des travaux d'atelier, leurs excellences Célestin Vounambadi et Pascal Labille ont eu un entretien en tête à tête pour évoquer certains dossiers qui tiennent à cœur leurs deux pays, notamment la situation d'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. À côté de l'aide classique que la coopération belge apporte en RDC, c'est-à-dire grosso modo 125 millions d'euros par an sur 6 provinces, j'ai souhaité dégager une enveloppe supplémentaire. Je dis bien supplémentaire, donc il ne s'agit pas d'aller prendre des fonds qui sont destinés au Maniema, au Kasaï, au Katanga ou au Bandundu. C'est 30 millions supplémentaires qui seront destinés aux deux provinces du Kivu. D'ailleurs, j'ai rencontré la semaine dernière à Kinshasa le gouverneur du Sud Kivu à ce sujet pour un projet que nous allons développer à Bukavu. Donc ce sont 30 millions supplémentaires. Ça, c'est un premier élément. L'élément plan Marshall, c'est une meilleure coordination de l'ensemble des bailleurs de fonds sur le Congo, que ce soit la Banque mondiale, vous avez eu la visite du président de la Banque mondiale il y a peu dans la région, l'Union européenne, j'ai un certain nombre de contacts avec des commissaires européens et je souhaite que ce sujet soit à l'ordre du jour du sommet européen de décembre, mais aussi d'autres bailleurs bilatéraux, comme la Grande-Bretagne. Je serai à Londres dans quelques jours pour évoquer ce sujet avec ma collègue britannique. Et ce plan Marshall concerne l'intégralité, il faut le dire, l'intégralité du territoire congolais et même au-delà l'ensemble de la région. Cette région a un potentiel extraordinaire. Le Congo est pour beaucoup de pays un débouché économique important et donc ce plan Marshall concerne tout le territoire congolais. Il ne s'agit pas de balkanisation, absolument pas.
Vous hébergez en Belgique une forte délégation diaspora congolaise, je pense même la première subsaharienne. Et le gouvernement congolais, par le ministre du Plan, est en train de mener une opération qu'on pourrait qualifier de charme pour justement inciter la diaspora à s'impliquer dans le projet de développement. De votre expérience et de votre connaissance, comment pouvez-vous être utile au gouvernement congolais pour canaliser les efforts de la diaspora congolaise? Et tout d'abord, dans les flux financiers qu'il peut y avoir entre pays et donc vers le Congo, la diaspora joue un rôle de plus en plus important. Le passé nous l'a montré et c'est certainement un élément à l'avenir. Je pense qu'au travers de la diaspora, qui connaît bien son pays, qui est attachée à son pays, comme la Belgique est attachée au Congo, nous pouvons construire les liens essentiels pour développer cette logique d'état de droit, de société civile, de projets socio-économiques. C'est tout cela dont nous devons parler aujourd'hui avec la diaspora et je suis certain que la plupart des personnes, pour ne pas dire la majorité, la totalité des personnes qui sont là, veulent travailler dans ce sens pour le bien de leur pays. Alors, Monsieur le ministre, vous êtes avec le ministre belge de la coopération au développement, qui héberge, comme nous l'avons dit, une diaspora congolaise forte ici. Quelles ont été finalement vos demandes par rapport au projet que vous êtes en train de mener pour inciter la diaspora à vous accompagner? Je voudrais d'abord dire notre satisfaction de voir le Royaume de Belgique nous accompagner dans l'exercice qui est le nôtre aujourd'hui. Le gouvernement belge a mis à notre disposition le palais de Meaux ici, où nous siégeons. Nous avons bénéficié de tout l'accompagnement nécessaire. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le ministre en charge de la coopération belge est avec nous. C'est vous dire donc que toutes nos attentes de ce côté-là sont satisfaites. Nous sommes également satisfaits de ce que M. le ministre a exprimé toute sa disponibilité à nous accompagner dans la mise en œuvre notamment d'un certain nombre de recommandations qui seront formulées par rapport à la stratégie d'optimisation des contributions de la diaspora. Nous venons de parler avec M. le ministre, notamment sur des questions de gouvernance économique, plus particulièrement sur la question du climat des affaires. Je pense que vous l'avez suivi. Et donc à ce sujet, nous sommes tout à fait satisfaits de la disponibilité qu'il a exprimée de pouvoir nous accompagner. Mais le ministre a parlé du plan Marshall et comment cela va-t-il s'articuler par rapport au budget congolais et à vos propres objectifs de développement? La République démocratique du Congo, nous fonctionnons sur la base d'un plan, d'un programme économique, bien entendu un programme de développement. Et nous estimons que le plan qui est proposé par monsieur le ministre belge en charge de la coopération rencontre parfaitement les préoccupations qui sont les nôtres, celle de pouvoir assurer une meilleure coordination de l'aide au développement. Il a dit qu'il s'agit d'un exercice de mieux coordonner, n'est-ce pas, à tous les apports des partenaires au développement. Et ça a toujours été notre souci. L'idée, c'est que l'apport des partenaires au développement puisse s'aligner au plan économique et social du pays. Un travail de haute qualité scientifique a été abattu dans les différents ateliers qui ont accouché des propositions en termes de recommandations soumises au gouvernement congolais. Les participants à cette première table ronde, gouvernement et sa diaspora, n'ont pas manqué d'exprimer leurs espoirs quant à la prise en compte de la contribution des Congolais de l'étranger dans le développement de leur pays d'origine. Nous avons suivi avec intérêt les discours et les résolutions qui ont été prises durant ces 2 jours. Nous espérons que ça ne va pas s'arrêter sur simple papier comme par le passé. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement congolais mis à place par ordre de la métropole belge nous ont habitués. Ils viennent souvent solliciter les éléments de la diaspora pour aller participer au gouvernement, non pas pour promouvoir le progrès, mais ils finissent toujours par se fondre dans la corruption, le tribalisme et le clientélisme. Je souligne que notre Congo, notre pays, le Congo, est perçu à l'extérieur. Et par nous-mêmes, fils du Congo, de Lumumbisi, il part déjà neutre comme une véritable fusée nucléaire qui est clouée au sol par le simple fait qu'on a pris la manie d'injecter au sein de son réacteur des poisons neutroniques. Et que j'espère que le gouvernement actuel, surtout le président de la République, de par la révolution des modernités qui nous fait attendre, il finira par se débarrasser de ces poisons neutroniques pour que notre réacteur nucléaire puisse décoller une fois pour toutes. Je vous remercie. Je peux dire très rapidement, c'était une
très bonne table ronde pour la première fois où la diaspora se sentit impliquée et concernée par rapport aux besoins et aux recommandations qu'avait effectué le gouvernement de voir comment est-ce que la diaspora pouvait participer, n'est-ce pas, à la reconstruction de notre pays. Et nous avons assisté à plusieurs ateliers, on a retenu pas mal de résolutions qui, à mon avis, si elles sont appliquées, ça aura un impact sur les populations congolaises du pays, afin de participer aussi à la relance de la classe moyenne au Congo, mais aussi de lutter contre la pauvreté. Je pense que ça a été une très bonne table ronde et on espère que ce n'est pas la dernière. Nous avons pu déjà avancer beaucoup dans des solutions par rapport aux préoccupations de la diaspora. Et je pense que quand les résultats seront connus, la majorité des gens de la diaspora seront contents et satisfaits. Je sais qu'il y aura toujours beaucoup d'insatisfaction parce que tout le monde n'a pas pu être associé. Ça, nous allons continuer à élaborer ce champ de manière à associer un maximum de personnes. Mais en tout cas, à mon niveau personnel, je suis très satisfait. Il y a un comité de suivi de l'exécution qui va être mis en place. J'espère que ce comité va en effet prendre en compte la problématique de la représentativité, comme vous le dites. En tout cas, moi, je me ferai certainement un porte-parole et quelqu'un qui va rappeler ce problème au sein du comité, si j'ai la chance de me retrouver dans ce comité. Mais en tout cas, il y aura un comité de suivi qui va être mis en place rapidement. On peut retenir que finalement, nous sommes arrivés à cet objectif, c'est la définition des stratégies d'optimisation de l'intervention, de la participation de la diaspora au projet de développement de notre pays. Il y a un motif de fierté pour moi personnellement en ce qui concerne le fait que les Congolais de la diaspora ont répondu à un appel du gouvernement congolais pour pouvoir discuter avec lui, mais aussi le contenu des discussions, mais la manière aussi dans un débat franc, ouvert, où tout était possible, tout a été abordé. On sent donc, on monte une autre image du Congo par rapport à celle qu'on a souvent retenue dans les médias où on voit des Congolais violents, où c'est plus le plus brouillant, finalement le plus brouillon qui sont le plus écoutés. Mais là, on a vu des responsables d'entreprises, des responsables sur le plan scientifique, culturel, social, économique, des investisseurs, des dirigeants d'entreprises se retrouver autour du gouvernement pour échanger et développer une stratégie d'ensemble. L'État congolais se définissant dorénavant comme un État stratège, il ne devrait pas faire l'économie de toutes ses compétences disséminées à travers le monde. Il y a eu cette obligation de battre le rappel de troupes pour que mobiliser les Congolais de la diaspora participent à une accélération de notre pays. Lancée au palais Egmont, la première édition de la table ronde gouvernement diaspora s'est clôturée dans les locaux de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique avec un ferme espoir de voir les Congolais de l'étranger s'impliquer sérieusement dans les efforts de développement de leur pays d'origine.